Les hormones, un sujet qui concerne pas mal de monde, en l'occurrence tout le monde, puisqu'on a tous des hormones, mais en particulier les personnes qui se préoccupent de la ménopause, donc les femmes à partir d'un certain âge, ou même les femmes qui ont des problèmes type le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, ou le syndrome prémenstruel, SPM, ou même l'endométriose. Et puis chez les hommes, il y a de plus en plus des préoccupations au niveau de la testostérone, qui est en baisse. Et c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des deux choses essentielles à comprendre pour pouvoir équilibrer ces hormones naturellement. Ces deux choses qui sont basiques et pourtant qui sont très souvent mal appliquées. En tout cas, c'est ce que je remarque régulièrement dans mon travail avec mes patientes. Et il se trouve que le monde dans lequel on vit, qu'on le veuille ou non, n'est pas vraiment compatible avec l'équilibre hormonal pour plein de raisons. Et je vais en explorer quelques-unes. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce que c'est le système hormonal? Le système hormonal, c'est un système qui est ancien. Il a évolué, il est apparu avant même le système nerveux chez les animaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones, c'est simplement des molécules qui circulent dans notre sang et qui ont un rôle de messager, qui vont dire à certaines cellules, à certains tissus, à certains organes de faire certaines fonctions. Donc par exemple, le cortisol, quand il est présent en quantité suffisante, ça va augmenter le rythme cardiaque, ça va augmenter le rythme respiratoire, ça va augmenter la pression artérielle, etc. Donc ces hormones ont des effets, et c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de symptômes aujourd'hui qui sont associés avec des troubles hormonaux. Tout simplement parce que les hormones affectent tout. Et un autre point important à comprendre, c'est que le système hormonal est infiniment compliqué. Il y a plein d'hormones, et il y en a qu'on continue de découvrir. Il y a des hormones très importantes comme la leptine par exemple, qu'on a découvert qu'en 1998, ce qui est relativement récent. Et donc, il est toujours possible qu'on continue d'en découvrir. Et c'est pour ça que c'est extrêmement, selon moi, extrêmement difficile d'essayer de gérer les hormones individuellement à la main. Et ce que je veux dire par là, c'est par exemple faire une prise de sang, voir que certaines hormones sont élevées, d'autres sont basses, et dire je vais prendre des hormones qui sont basses et je vais faire en sorte de réduire celles qui sont élevées. C'est pas aussi simple que ça, et une fois de plus c'est mon avis, parce que toutes les hormones se parlent entre elles. Donc en fait, quand une va augmenter, toutes les autres vont ajuster leur niveau en fonction de celle-ci. Et donc c'est impossible de modifier les niveaux d'une hormone sans modifier les niveaux des autres hormones. C'est l'analogie que j'utilise souvent, c'est un petit peu comme essayer de toucher une partie d'une toile d'araignée sans faire bouger le reste. C'est impossible. Néanmoins, il y a quelques principes fondamentaux avec le système hormonal qui sont applicables et qui sont utiles. Et c'est vraiment l'intérêt. On peut laisser l'étude vraiment avancée des hormones du système hormonal aux endocrinologues, mais pour la personne qui veut juste aller mieux au quotidien, c'est beaucoup trop compliqué et il faut avoir un modèle qui se base sur des principes qui sont utiles et applicables tous les jours. Donc, le premier des deux points que je vais explorer avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cycle circadien. Donc le cycle circadien, c'est juste un terme qui veut dire le cycle jour-nuit. Donc les 24 heures, parfois il fait jour, parfois il fait nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entièreté du système hormonal est régie par le cycle circadien. C'est-à-dire qu'au cours de notre évolution, au bout d'un moment, les organismes se sont rendus compte qu'il y a des choses qui sont mieux
à faire en journée et d'autres choses qui sont mieux à faire la nuit. Et ça permet d'économiser de l'énergie. Il faut savoir que l'énergie, le fait de pouvoir l'économiser en l'utilisant de manière plus intelligente, ça permet de survivre. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de McDo, on n'avait pas de calories à volonté. Et donc, l'évolution s'est rendue compte qu'il y a certaines choses qui sont mieux à faire le jour, certaines choses qui sont mieux à faire la nuit. Aujourd'hui, le jour, en général, on digère, on est actif physiquement, on est actif mentalement, et la nuit, on va réparer les dégâts de la journée, pour faire très très simple. Et donc, les organismes ont dû trouver un moyen de savoir quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit. Et parmi les nombreux signes qui indiquent qu'il fait jour, il y a la lumière du soleil. Parce que la nuit, il fait noir. Je ne vous apprends rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre environnement lumineux, qu'on le veuille ou non, c'est le principal influenceur de notre système hormonal. Je vais parler du second principal influenceur dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais donc, la présence de lumière, et je vais spécifier quel type de lumière dans un instant, mais la présence de lumière est ce qui indique à notre système hormonal de passer en mode jour. Et à l'inverse, l'absence de lumière va indiquer à notre système hormonal de passer en mode nuit. Pour faire très très simple, en mode jour, le corps va sécréter plus de cortisol. Le cortisol, c'est aussi surnommé l'hormone du stress, parce que effectivement, et c'est de ça dont je vais parler plus tard, quand on est stressé, on sécrète plus de cortisol. Néanmoins, le cortisol, c'est aussi l'hormone de l'éveil, de la journée, pour permettre d'être actif. Et donc, le cortisol est censé augmenter naturellement le matin en présence de lumière du soleil. Et à l'inverse, en l'absence de lumière, la nuit, le cortisol est censé chuter et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qu'on peut retrouver souvent en pharmacie, et que personnellement je ne recommande pas, à moins d'être dans un cas très très sévère. La mélatonine donc augmente en l'absence de lumière. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que même en se concentrant uniquement sur l'équilibre de ces deux hormones au travers de notre environnement lumineux, ça va permettre d'équilibrer toutes les autres hormones derrière, que ce soit progestérone, œstrogène, testostérone, DHEA, etc., etc. Donc, quel type de lumière en particulier va induire la sécrétion de cortisol? C'est la lumière bleue. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus aujourd'hui parler de la lumière bleue. C'est pour ça que maintenant les opticiens proposent un traitement anti-lumière bleue sur les lunettes, traitement qui souvent ne marche pas, parce que, et je vais vous expliquer pourquoi très simplement, si vous pouvez toujours voir la couleur bleue à travers vos lunettes, c'est que ça ne filtre pas la lumière bleue. Et je ne les ai pas prises pour cette vidéo, mais souvent les lunettes qui filtrent la lumière bleue sont jaunes, parce que du coup c'est la couleur opposée et ça filtre le bleu. Donc pourquoi le bleu? Pourquoi est-ce que le bleu, spécifiquement, communique au cerveau, parce que c'est le cerveau à travers les yeux qui capte la lumière et qui sait du coup quelle heure il est et s'il est temps de sécréter du cortisol. Donc pourquoi on a évolué pour utiliser la lumière bleue, la couleur bleue, pour savoir s'il fait jour? Ce qu'il faut savoir avec la couleur bleue, c'est que c'est celle qui varie de manière prévisible au cours de la journée. Et vous allez voir que c'est très simple. Au lever du soleil, la lumière elle est rouge, relativement, rouge orangé. Et donc il y a très peu de bleu. Au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel, la lumière est de plus en plus blanche. Et ça signifie qu'elle contient de plus en plus de bleu. Jusqu'à ce que le soleil soit au zénith, et ensuite ça commence à décroître. Et au coucher du soleil, on est à nouveau avec du rouge orangé. Donc en d'autres termes, la quantité de lumière bleue
indique au cerveau à quel point on est proche du zénith. Et il y a un autre facteur, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais en été, donc au solstice d'été, c'est là où c'est le plus haut, donc le 21, le 22 juin, c'est là que le soleil est le plus haut dans le ciel, et c'est donc les jours de l'année où la quantité de bleu est la plus élevée, au moment du zénith. Et à l'inverse, en décembre, même en milieu de journée, le soleil contiendra moins de lumière bleue parce qu'il est plus bas dans le ciel. Donc il y a non seulement une variation quotidienne, circadienne, ce qu'on appelle donc sur les 24 heures, il y a aussi une variation annuelle ou circannuelle. Et donc c'est pour ça que vivre avec les saisons, il y a beaucoup de sagesse derrière. Le problème, c'est que, comme je disais au début, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pour plein de raisons, n'est pas vraiment compatible avec l'équilibre hormonal. Tout simplement parce que depuis l'invention de l'ampoule électrique, mais encore au début ça allait parce que c'était des ampoules incandescentes. Les ampoules incandescentes contiennent un mélange relativement équilibré de couleurs. Elles ont du rouge, elles ont du bleu, elles ont même de l'infrarouge, c'est pour ça qu'elles émettaient de la chaleur. Et c'est notamment pour ça qu'on a arrêté de les produire parce que c'était trop coûteux en énergie. Mais depuis l'invention de l'éclairage artificiel, on a introduit un élément qui peut perturber notre système hormonal pour toujours. Parce qu'à partir du moment où on utilise une lumière après le coucher du soleil ou avant son lever, on perturbe ce signal, le signal circadien qui permet de sécréter du cortisol quand le soleil se lève. Aujourd'hui, c'est bien pire, puisque on utilise principalement des ampoules LED qui sont en général très hautes en lumière bleue. Et petite parenthèse, pour savoir la quantité de lumière bleue que vous avez dans une lampe, dans une ampoule, vous regardez la température en Kelvin. Très souvent, ça va de, en général, 2700 K jusqu'à 6500 K. Plus il y en a, 6500 K, c'est très riche en bleu. 2700 K, c'est plus une couleur chaude qui contient moins de bleu. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que la majorité de nos ampoules sont très riches en lumière bleue, d'une part. Donc ça veut dire que à partir du moment où on allume son ampoule, même si on est en décembre et qu'il est 7 heures du matin, le cerveau croit qu'il est 13 heures au mois de juin. Parce que la quantité de bleu dans cette ampoule est l'équivalent de ce qu'il y aurait en juin. Donc non seulement ça, mais en plus, l'éclairage artificiel ne varie pas au fil de la journée. Et donc du coup, si on est enfermé toute la journée, comme un grand nombre d'entre nous, et je ne fais pas exception, et je vais vous donner des astuces pour remédier à ça, mais le fait d'être enfermé toute la journée sous de la lumière artificielle, qui est disons à 6500 K, donc une lumière blanche, comme au travail très souvent, du lever au coucher, notre cerveau va croire que le soleil il est au zénith au mois de juin, et que du coup, c'est la période de l'année et c'est le moment de la journée où il faut être le plus actif, où il faut avoir le plus de cortisol. Et donc, si vous lisez entre les lignes, vous allez comprendre pourquoi il y a tant de gens qui sont fatigués tout le temps. Parce qu'en fait, c'est pas tenable. Il y a une raison pour laquelle il y a un cycle jour-nuit, il y a une raison pour laquelle il y a les 4 saisons, parce que tout est censé être en cycle. Il y a des moments où il faut être actif, il y a des moments où il faut être reposé. Et donc juste le fait d'être enfermé en journée, de s'exposer à la lumière artificielle en permanence, dont la couleur ne change pas et qui est très très riche en lumière bleue, fait que ça va bousiller notre système hormonal. Et très souvent, la première chose qu'on ressent, c'est de la fatigue et un mauvais sommeil. Donc ça, c'est juste les ampoules. Mais il faut savoir que maintenant, ce n'est pas les seules sources de lumière, on a aussi les écrans. Que ce soit téléphone, télé, tablette ou ordinateur. Et très souvent, ces écrans, moi je sais que par défaut, mon ordinateur portable, par défaut, il est à 6500K. Alors, j'ai installé un logiciel dont je vais vous parler, qui permet de réduire ça et qui permet même de faire varier la couleur au fil de la journée. Je vais vous le donner tout de suite. Ça s'appelle Iris.
c'est un logiciel qu'il faut acheter, je crois que ça coûte 15 $, donc 14 € quelque chose, à vie. Et ça permet de réduire la couleur bleue. Vous pouvez mettre à peu près où vous habitez, et il va se baser sur la position du soleil dans le ciel pour adapter la quantité de lumière bleue que l'écran émet. Et le soir, il a un mode nuit où il y a 0 lumière bleue. Donc vous pouvez continuer d'utiliser votre ordinateur, l'écran il est rouge, et ça ne va pas perturber votre sommeil, ça ne va pas perturber vos hormones. Mais donc, la combinaison des ampoules qui sont partout et la combinaison avec les écrans qui sont partout fait que notre système hormonal, notre cerveau à travers nos yeux ne reçoit pas la bonne information pour équilibrer nos hormones. Donc si c'est juste une journée, ça va, mais quand c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an, pendant des décennies, ça ne m'étonne pas qu'on ait de la fatigue chronique, des problèmes hormonaux, etc. Et bien sûr, problèmes hormonaux, c'est associé avec la digestion, c'est associé avec les douleurs articulaires, c'est avec plein de choses. Parce que de toute façon, si les hormones sont perturbées, le sommeil est perturbé. Si le sommeil est perturbé, tout est perturbé. Y compris le psycho-émotionnel, les émotions, on est à cran, etc. Donc, comment on fait sachant que, je vais faire aussi ce petit point, ce n'est pas qu'une question de lumière bleue. J'essaie de garder les choses relativement simples pour cette vidéo. Mais c'est aussi une question de lumière ultraviolette, de lumière infrarouge, etc. Mais là, je vais juste parler de la lumière ultraviolette. La lumière ultraviolette, celle dont il faut se protéger, c'est pareil, c'est un autre sujet. J'ai fait un podcast il y a quelques temps sur ça. C'était il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Bref, la lumière ultraviolette, c'est très important d'en avoir qui rentre dans les yeux, qui va jusqu'au cerveau. Pourquoi? Parce que la lumière ultraviolette aussi joue un rôle important sur l'équilibre hormonal. Elle permet notamment d'équilibrer les hormones thyroïdiennes, T3, T4, et d'équilibrer les hormones sexuelles, progestérone, etc. Le problème, c'est que quand on est à l'intérieur, même là actuellement, j'ai pas de lumière artificielle, mais comme il y a la fenêtre qui bloque la lumière du soleil, le verre, la vitre, bloque les ultraviolets. Une des raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est parce que les ultraviolets, c'est ce qui va décolorer les meubles, c'est ce qui va décolorer les vêtements, etc. Donc, les fenêtres, en général, bloquent les ultraviolets. Mais il y a un autre facteur important, c'est que même si on va dehors, si on porte des lunettes de soleil, des lunettes de vue ou des lentilles de contact, tout ça, ça bloque les ultraviolets. Et tout ça, ça empêche d'avoir les bienfaits des ultraviolets, à savoir, entre autres, l'équilibre hormonal. Ça permet aussi d'améliorer l'humeur, donc de réduire les symptômes de dépression naturellement. En fait, ça a l'effet d'un antidépresseur. Et ça permet aussi de réduire la douleur, parce que ça a l'effet de bêta-endorphine. Donc c'est pas juste une question de lumière bleue, c'est aussi une question de lumière ultraviolette. Et donc, solution pour cette première moitié de la vidéo, c'est autant que possible aller dehors. Surtout le matin. En gros, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de vous lever, d'aller tout de suite sur votre écran en présupposant que l'écran n'a pas de filtre, hein, sachant que les téléphones portables, on peut aussi mettre un filtre, les tablettes aussi, etc. Les appareils Apple, on peut mettre un filtre sans installer quoi que ce soit, et je ne parle pas du night shift, faut vraiment aller dans les réglages spécifiques, et si vous voulez exactement savoir comment, mettez-moi un commentaire, mais on peut enlever toute la lumière bleue avec les appareils Apple par défaut. Donc, si vous vous réveillez, vous avez un écran pas filtré, que vous regardez tout de suite votre téléphone, vous allez sur vos messages, vous restez enfermé, vous mettez la lumière artificielle, vous buvez un café, disons, et vous partez au boulot et vous êtes sous de la lumière artificielle toute la journée, là, c'est pas bon. Néanmoins, je suis conscient que tout le monde ne choisit pas son emploi du temps. Tout le monde
ne vit pas dans un endroit où il fait soleil, etc., il y a toujours un moyen de profiter de l'extérieur un minimum. Ce qu'on veut, c'est aussitôt que possible après le réveil, mettre le nez dehors, même s'il pleut, même s'il fait nuageux, et même si c'est que pour 2 minutes. Peu importe. Ce que je recommande à la plupart de mes patientes, c'est mettre le nez dehors, sans lunettes, et en profiter pour s'hydrater. Je ne vais pas parler de l'hydratation aujourd'hui, mais c'est un sujet très très important. Mais donc, s'hydrater en mettant le nez dehors 2-3 minutes, même si c'est que ça, c'est déjà très bien. Rien que ça va envoyer le signal à notre cerveau, ah, il fait jour. Si il ne fait pas encore jour, parce que vous vous levez tôt ou parce que c'est l'hiver, à ce moment-là, idéalement, et ça va être la même stratégie le soir, on veut garder tous les écrans avec un filtre rouge et on veut utiliser uniquement des ampoules qui contiennent très peu de lumière bleue. Il en existe, c'est pareil, je recommande à mes patientes et à mes patients, surtout des patientes. Et on peut aussi, si on n'a pas le choix sur les ampoules ou si on n'a pas le choix sur les écrans, on peut aussi porter des lunettes qui bloquent la lumière bleue, donc les lunettes jaunes, orange ou rouge. Et jusqu'à ce que le soleil se lève, et dès que le soleil se lève, on va dehors, 2 minutes, et voilà. Quelques autres petites astuces, si on conduit, si le soleil se lève pendant qu'on va au boulot, juste le fait d'ouvrir la fenêtre légèrement permet d'avoir le signal qui correspond. Si on ne peut pas ouvrir la fenêtre parce qu'il pleut ou je ne sais pas quoi, on peut se garer un peu plus loin sur le parking, et juste le temps de marcher du parking jusqu'au bâtiment, à l'immeuble, peu importe, sans lunettes, on en profite, on regarde le ciel vers l'est, il n'y a pas besoin de regarder le soleil dans les yeux, surtout si on n'en a pas. Et juste ça, c'est pareil, ça va permettre de synchroniser notre cerveau avec le soleil et donc de produire les bonnes hormones. Ça, c'est le matin. Tout au long de la journée, on veut prendre des pauses dehors, idéalement. La plupart des gens prennent déjà des pauses, mais en général, ils passent de leur ordinateur à leur téléphone et ils restent assis dedans. Moi, ce que j'encourage, c'est les mêmes pauses, mais dehors, debout, un minimum. Et comme ça, on remet le cerveau à l'heure. Et donc voilà, faire autant de ces pauses-là que possible. La pause déjeuner, idéalement, dehors. Et puis le soir, c'est la même règle. Après le coucher de soleil, on passe en mode nuit. Donc filtre sur les écrans, lumière adaptée, donc avec peu de lumière bleue, et éventuellement les lunettes. Voilà. Donc ça, c'est la première base pour l'équilibre hormonal, c'est vraiment avoir un environnement lumineux qui est en harmonie avec le soleil, avec mère nature, avec les saisons. Parce que c'est comme ça que notre système hormonal est conçu. Et le deuxième point, c'est pareil, j'ai fait une présentation exclusivement dédiée dessus, donc je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est l'impact du stress sur les hormones. Alors le stress, c'est pas juste une question de « ah je suis stressé par le boulot, ah c'est je sais pas, ma mère me stresse, etc. » Ça en fait partie. Le stress, tel que je le définis, c'est tout ce qui vient perturber l'équilibre du corps. Et donc ça peut être psychologique parce que si je suis stressé par le boulot, je ne suis pas en paix, je ne suis pas zen. Et le corps, même si le stress il est dans ma tête, même si c'est complètement imaginé, il va se préparer à l'attaque ou à la défense. Donc, je vais rapidement expliquer pourquoi le stress affecte toutes les hormones et quels sont les différents types de stress. Mais comme je l'ai dit, ça a été détaillé dans ma dernière présentation sur le stress, qui doit être disponible sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi est-ce que le stress affecte toutes les hormones? Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est quelque chose de tout à fait naturel. La réponse au stress que le corps a développé, qui vient notamment avec la sécrétion de cortisol, d'où son surnom de l'hormone du stress, aussi la sécrétion d'adrénaline, etc., c'est une réponse qui est tout à fait naturelle et qui nous a permis de rester en vie au fil de l'évolution. C'est-à-dire que si on a un prédateur qui vient nous pourchasser,
On a bien envie d'être stressé pour pouvoir se défendre ou s'enfuir. Donc, la réponse du stress est tout à fait naturelle, elle est essentielle à notre survie. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme elle est intimement liée avec notre survie, la réponse au stress est prioritaire. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre stress, c'est-à-dire dès qu'il y a la moindre chose, qu'elle soit réelle ou imaginée, dès qu'il y a la moindre chose qui vient compromettre notre survie, le corps il va prioriser la sécrétion des hormones du stress plutôt que le reste. Donc, en d'autres termes, si un homme est stressé tout le temps, le corps il s'en fout de produire suffisamment de testostérone. Si une femme est stressée en permanence, le corps il s'en fout de faire en sorte qu'elle ait des règles qui ne sont pas douloureuses, qu'elle ait des règles régulières, ou qu'elle soit fertile, etc. Elle s'en fout de l'équilibre progestérone-estrogène. Parce que stress égale survie compromise. Et donc, c'est le moment de rediriger, de canaliser toute notre énergie vers la production d'hormones du stress, vers l'attaque, la défense, la fuite. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le stress est associé avec notre survie, du coup ça prend la priorité sur notre bonheur, sur notre vigueur, sur notre fertilité, sur tout le reste. Et donc le corollaire de ce que je viens de dire, c'est que gérer le stress va venir aider absolument toutes nos hormones. Donc il n'y a pas besoin de devenir ceinture noire en connaissance des hormones. Il suffit de faire ce que j'ai dit dans la première moitié de cette vidéo avec l'environnement lumineux et de gérer son stress chronique. Je sais, Robin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais. C'est pour ça qu'il y a des professionnels de santé. C'est pour ça que j'accompagne des patientes. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même. Et c'est pour ça que j'ai créé le diagramme. Je vais peut-être le mettre sur le côté. Il est certainement dans la présentation à laquelle je fais allusion. Mais le diagramme des différentes sources de stress pour que, plutôt que vous ayez l'instruction gère le stress, qui est une fois de plus facile à dire qu'à faire, vous ayez une liste de petites choses qui contribuent à votre stress et que vous pouvez éliminer une par une. Et donc c'est beaucoup plus gérable. Donc les différentes sources de stress. Je vais commencer par la plus évidente, c'est le psycho-émotionnel. Psycho-émotionnel, c'est je me prends la tête avec ma mère, je me prends la tête avec mon conjoint, ma conjointe, je me prends la tête au boulot, j'ai des problèmes d'argent, tout ça, ça me stresse. Ça, on connaît. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident à gérer. La méditation, ça peut énormément aider, parce que l'intérêt de la méditation, c'est que déjà ça détend le corps, mais ça permet de prendre du recul et de mettre les choses en perspective. Parce que très souvent, on se stresse pour des choses pas si importantes que ça. Pas tout le temps, mais souvent. Deuxième source de stress, c'est le stress que j'appelle de type physique. Donc ça, c'est la sédentarité. Si le corps reste sédentaire, il y a tout qui stagne, et ça, c'est un stress. Mais il y a aussi l'excès de sport, qui est beaucoup moins reconnu comme un stress, et je peux vous dire que je suis passé par là. Trop de sport, c'est stressant. En perdre le sommeil, en déprimer. Et le problème, c'est que, une fois de plus, dans notre société, en général, plus quelqu'un fait de sport, plus on l'applaudit. Ça marche pas comme ça. Et très souvent, les gens qui sont accros au sport, ils fuient quelque chose. Ils fuient des responsabilités, ou ils fuient leurs pensées, ils fuient leurs émotions, etc. Bref. Mauvaise posture, c'est un stress, sur les ligaments, sur les articulations, sur les organes, etc. Et la mauvaise respiration, c'est un stress. Le système nerveux est intimement lié avec le système respiratoire, et respirer dans la poitrine, respirer trop vite, respirer par la bouche, c'est stressant. Donc, psycho-émotionnel, physique, ensuite il y a le stress nutritionnel. Donc bien évidemment, l'alimentation a un rôle énorme sur notre stress et sur nos hormones. Je ne suis pas très fan de tout ce qui est prendre des adaptogènes pour soutenir l'équilibre hormonal. Je ne vais pas trop digresser, mais il y a certains adaptogènes qui ne sont pas du tout adaptés à certaines personnes. Moi, par exemple, si on me donne du ginseng, c'est pas du tout adapté.
Tandis que pour d'autres personnes, ça sera adapté. Et le problème, c'est que comme aujourd'hui, on se base uniquement sur des études scientifiques qui sont faites sur tout un tas de personnes et on mesure uniquement certains marqueurs biochimiques, on ne peut pas avoir des choses qui sont personnalisées, qui sont adaptées pour tout le monde. Donc quand il y a un complément alimentaire qui dit « prenez cet adaptogène pour équilibrer vos hormones », je suis moyennement fan. Et très souvent, il y a 50 autres choses qu'on peut faire pour améliorer les hormones. Donc, nutritionnel, c'est tout ce qui est les carences alimentaires, c'est tout ce qui est les pesticides, c'est tout ce qui est les conservateurs, etc. Ensuite, il y a le stress chimique. Ça va plutôt être la pollution, les produits cosmétiques ou les produits d'hygiène qui sont très souvent bourrés de cochonneries. Ça peut être aussi, si on vit dans une vieille maison ou dans une maison humide, ça peut être la moisissure. Tout ça, c'est du stress chimique. Ensuite, il y a le stress que j'appelle spirituel. C'est le stress où on se lève le matin, il faut qu'on se tire du lit parce que notre vie n'a pas de sens. Moi, ça a été le cas pendant très longtemps. J'ai une patiente, c'est son cas, je pense qu'il y en a plusieurs, mais une patiente pour qui c'est son cas et c'est un des problèmes majeurs et c'est une des raisons derrière ces symptômes. Et donc, le fait de se lever, de ne pas avoir une profession épanouissante ou du temps pour pratiquer notre passion ou des relations qui nous nourrissent, tout ça, c'est du stress que j'appelle spirituel. Et le dernier stress, c'est plus en lien avec la première partie de cette vidéo, c'est le stress de type électromagnétique. Donc c'est le fait d'être toujours à côté de Wi-Fi, toujours avec le téléphone à l'oreille, toujours avec des oreillettes Bluetooth, toujours enfermé et pas assez dehors. Ça peut aussi être prendre trop de soleil au mois de juillet, sachant que je suis resté enfermé toute l'année. Et du coup, je me prends un coup de soleil. Oui, c'est pas parce que le soleil est dangereux, c'est parce que si je ne me suis pas préparé à m'exposer au soleil, et que d'un coup j'y vais au moment où il est le plus fort de l'année, je vais brûler. Normal. C'est comme si je prenais quelqu'un qui est sédentaire et lui demandais de faire courir un marathon. C'est pas la faute du soleil, c'est notre faute. Parce qu'on est idiot. Donc, ça c'est les 6 sources de stress. Donc, faire de son mieux pour gérer ces sources de stress et gérer son environnement lumineux, même si c'est 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, ça va aller très très loin pour améliorer son équilibre hormonal et donc tout le reste. J'ai eu une patiente l'année dernière, ça faisait des mois et des mois qu'elle ne dormait pas. Elle a essayé tout un tas de cachets, elle a essayé de la mélatonine justement, elle avait essayé plein de choses. Et elle n'arrivait pas à s'endormir et elle se réveillait à 10h du matin, la tête dans le chou. Je lui ai juste dit de mettre le nez dehors en journée, de passer plus de temps dehors, d'aller marcher et de réduire la lumière artificielle le soir. En l'espace de 4 ou 5 jours, elle dormait sans problème. Elle s'endormait facilement et elle se réveillait à 7h du matin en forme. Donc, même si ça paraît simple, déjà c'est parce que j'essaye de rendre ça simple, mais la physiologie qui est derrière, la photobiologie qui est derrière est extrêmement compliquée potentiellement. Ne sous-estimez pas l'impact de ces choses-là. Ok, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, je crois que ça fait un moment. Je vais arrêter de vous embêter. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez déjà compris ce que j'ai dit, déjà, et j'espère qu'il y a certaines choses que vous allez pouvoir mettre en pratique, parce que ça peut radicalement changer votre bien-être. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et sur Instagram. Et si vous avez des suggestions de sujets, je suis preneur aussi. Des fois, j'ai pas d'idée, donc j'ai besoin de vous. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.